Salut les amis et bienvenue dans ce show numéro 44. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé cette fois-ci d'envoyer Loïc en explorateur, et c'est le cas de le dire, puisque ce sera le thème de la semaine. On va découvrir une nouvelle façon d'utiliser notre vélo, à savoir l'exploration. Et pour ce faire, il est allé à la rencontre de Steven Le Yarrick, explorateur à vélo, et il a partagé un bout de sa préparation pour un très beau projet dont je vais les laisser vous parler. N'oubliez pas, on se retrouve juste après pour l'actualité et les résultats. Allez, c'est parti! Salut à tous et bienvenue dans ce show JCN en français. Aujourd'hui un peu particulier parce qu'on se trouve dans le désert de Namibie en compagnie, pas de n'importe qui, de Steven Le Yarrick, le grand coureur d'ultra. Salut Steven. Salut, ça va? Très bien, et toi? Bah ça va, je me sens bien, c'est là que je me sens le mieux dans les déserts, c'est mon univers, c'est là que je me sens le plus apaisé. Le plus serein. Ouais, sur méditation. Bon, dis-nous Steven, est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter un peu ce que tu fais dans la vie? Je suis aventurier professionnel, alors quand je dis ça au grand public, ça peut paraître un peu soit pompeux, soit un peu bizarre de raconter ça, mais en gros, je gagne ma vie avec l'aventure. Alors je fais des aventures plutôt engagées, que ça soit physiologiquement, psychologiquement et aussi humainement, et vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des gens aussi. Je vais à la rencontre des populations locales. En gros, j'ai été l'un des premiers à traverser l'Himalaya en vélo, parce que ça me permettait d'aller au bout de ce rêve. J'avais appelé rêve d'Himalaya, c'était 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif, et c'était Pas rien. ouais, c'était beaucoup c'était un truc, un espèce de projet de vie, quoi. Traverser l'Himalaya qui avait changé ma vie. Après, il y a eu Paris-Dakar en vélo, donc c'est ça. Et après, je fais des documentaires, j'essaie d'écrire, j'essaie de transmettre des valeurs à travers mes réseaux sociaux, et puis de faire rêver les gens, leur donner envie soit de faire du vélo, ou soit de faire juste quelque chose, d'aller au bout de leur rêve. D'avoir un objectif de vie au final, hein, plus loin. Ou au moins Ouais, des objectifs dans la vie. une envie, parce que voilà, il y a un grand philosophe qui disait l'envie d'avoir envie, mais ouais, c'est ça, c'est donner l'envie d'avoir envie, l'idée, tu vois, de faire. Et ouais, on s'est connus dans une vie passée, et tu vois, quand tu switches, quand tu comprends plein de choses, et bah, tu as peut-être envie de faire autre chose. Quand tu comprends le haut niveau, bah, tu as peut-être envie de vivre autre chose. Quand tu comprends aussi l'aventure, la vie c'est riche en fait. Et l'aventure c'est ça, c'est la vie en accéléré, la vie hyper intense, et toujours se remettre en question, toujours la responsabilité, toujours aller au bout, quoi. Aller au bout des choses, et je trouve ça dans l'aventure. Donc voilà, c'est ça être aventurier. D'accord, donc tu es aventurier à 200%. Et est-ce que tu peux du coup nous parler de ta carrière sportive? Parce que tu as eu une carrière sportive, tu l'as dit un peu avant, tu as tutoyé le haut niveau? Ouais, tutoyer, bon, moi j'ai aucune arrogance ou insolence à raconter ma carrière microscopique de coureur cycliste, mais je suis allé jusqu'au niveau élite, j'ai couru avec des garçons assez connus certainement sur cette chaîne, comme Arnaud Demar, Adrien Petit, et puis toi, et puis même j'ai vu passer des coureurs, Nairo Quintana, et puis à la fin Thibaut Pinot, Chris Froome, etc., qui étaient un peu plus jeunes, mais qui étaient des phénomènes, et ça m'a remis en question moi-même. J'ai gagné une course classe 2 qui peut être considérée comme une course professionnelle, mais c'est une course pro. Ouais, c'est souvent les courses les plus difficiles à remporter. Ouais, c'est des courses qui vont vite, c'est des courses qui sont intenses, c'est des courses qui courent un peu comme des amateurs, mais aussi longues que des courses pro. Ouais, c'est ça. Et avec des mecs qui ont faim, quoi, parce que t'es entre les deux, ou bien t'es face à des pros qui sont déjà pros depuis quelques années, ou certains néo-pros qui ont envie de prouver, ou des renouvellements de contrats. Enfin, tu connais ça par cœur, mais c'est la bagarre, et j'étais assez fier de ça. Après, je pense que j'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour le haut niveau. J'étais pas fait pour la compétition. J'adore me challenger. J'adore aller au bout de mes rêves. J'adore me bagarrer, jouer à faire la course. Mais je suis pas un compétiteur. Voilà, je suis peut-être un performeur en quelque sorte, mais pas un compétiteur. Ouais. Et du coup, tu nous as parlé de certaines aventures, tu nous les as teasées un peu. Mais est-ce que tu peux nous approfondir un peu ça? Parce que tu as fait des expériences, des expéditions qui sont quand même folles. Et elles commencent à être connues par le grand public. Mais rêve d'Himalaya, la première, j'ai arrêté le vélo en 2010. Je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio, où je m'occupais de communication digitale et équipe de France de la Fédération Française de Triathlon. Et là, j'ai switché complètement après les Jeux, parce que j'ai vu, c'était un trop-plein
d'émotions diverses, quoi. Il y a un espèce de truc de voir, même si c'était des athlètes extraordinaires et beaucoup plus forts que moi, mais des espèces de miroirs de ce que j'étais. Je pense que j'avais pas fait le deuil de ma petite carrière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais jamais été fait pour ça. J'ai switché, je suis allé au Népal, j'ai passé 120 jours là-bas, j'ai passé du temps en monastère, enfin on en parlera certainement après. Mais pour moi, c'était la plus grosse aventure. Tu vois, le tout début de tout ça, quoi, un espèce de voyage initiatique, c'est pompeux de dire ça, mais en réalité, c'était une initiation d'apprendre à vivre. Et après, je traverse l'Himalaya l'année d'après, en ayant envie d'aller à la rencontre des peuples les plus reculés. Du coup, de les côtoyer carrément de plus près, quoi. Ah ouais, bah rouler, donner ton vélo à un moine bouddhiste, je trouvais ça dingue, parce qu'ils n'avaient jamais vu de vélo. Certains essayaient de comprendre le système. Pour nous, ça nous paraît un truc tout à fait normal, mais là-bas, c'était dingue. Et puis c'était 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif sur une des traces considérées comme les plus dures du monde, tu vois. Et il y avait des portages, tu vois, des portages des fois de 4 jours et pas de 3 heures, tu vois. Tu roules plus, tu portes ton vélo pendant 4 jours, super. Tu portes un peu tes maux, tu vois, les maux de la vie, tu portes un sac à dos et tu essaies de l'alléger jour après jour. Et je suis allé au bout de ce truc-là, j'ai mis 51 jours à traverser, alors qu'il faut entre 100 et 170 jours, tu vois, normalement, pour faire le Great Himalaya Trail. Ouais. Donc je traverse cet Himalaya, et après, je décide de faire de Paris à Dakar, tu vois, pour un peu le clin d'œil, en vélo, le plus vite possible. J'ai mis 20 jours, tu vois, et ça, c'était un record du monde, tu vois, et ça, c'est encore autre chose, c'est gérer la chaleur, tu vois, c'était un projet qui est dans le cadre d'un projet que j'ai appelé projet 666, et c'était l'introduction à ce projet, traverser les 6 déserts les plus hostiles du monde sur 6 continents en 6 fois un mois. Et l'introduction, c'était Paris-Dakar. C'était relier Paris, donc là où j'ai été élevé, jusqu'à Dakar. Donc voilà, Dakar-Sénégal, où voilà, il y a tout, tu vois. Il y a Sabine, il y a, tu vois, toutes les années Dakar où c'était un truc de fou, et c'est un sport automobile. Et avec, moi, c'est mon rêve, hein. Je le dis. Pas en vélo, mais de participer au Paris-Dakar en moto. Ouais, mais c'est un mindset, c'est une famille, tu vois, c'est un truc, et puis c'est fort, quoi. Il y a des souvenirs plein la tête pour plein de gens, tu vois, de toutes les générations. Ça a toujours fait rêver. C'est comme. C'est des monuments. C'est des trucs à faire. Puis j'ai fait en vélo, j'ai fait en vélo en faisant des journées entre 270 et 370 km, ma plus grosse, Et avec des émotions extraordinaires. Et puis une fin c'est dingue dans les rues de Dakar, où je suis accueilli comme un espèce de président, parce qu'en fait c'est la réélection du président, et j'étais accueilli par une centaine de personnes. C'était beaucoup d'émotions, parce que t'es fier de toi, quoi. T'es fier de toi, et puis tu te dis, 5620 km. T'as accompli le truc, quoi. Ouais. Puis c'est long, et puis c'est fou, parce que j'ai eu des messages d'anciens potes cyclistes qui sont chez les pros encore. Putain, bordel, ça fait 10 ans que tu m'as pas envoyé une maison. Et là, aujourd'hui, tu m'en envoies. Et là, tu m'as suivi quand même. Non, mais tu vois, la famille, des gens qui reviennent, qui disent putain, c'est waouh. Ah ouais, là, tu vois, presque plus que dans l'Himalaya. Parce que je diffusais en live, tu vois, mon truc, c'est je me souviens, de transmettre des émotions. Et il y avait des gens qui me disaient putain, t'es mon rendez-vous quotidien. Et c'était fort, quoi, parce que je donnais tout quand j'ai fini comme ça. Donc Dakar, et puis après, voilà, j'ai record entre Lhasa et Katmandou, donc tu vois, capitale du Tibet jusqu'à capitale du Népal. C'était route de la spiritualité, j'ai appelé ça, et je l'ai fait avec Perrine Fage. On a vécu un truc fort, parce que voilà, c'est nouvelle Eldorado chinois, tu vois. Et puis voilà, moi c'était spécial pour moi, parce que j'avais passé beaucoup de temps au Népal. J'ai enchaîné quelques aventures comme ça. Après, j'ai démarré l'ultra endurance en course, tu vois, avec des épreuves comme Biking Man. Je crois que vous y êtes allé à Biking Man. On était en Corse. Ouais, Biking Man, Corsica. J'ai fait Corsica, j'ai fait Oman, et puis après j'ai décidé d'en faire d'autres, quoi, des trucs un peu plus longs, et puis d'essayer d'aller plus vite, d'essayer d'aller vers ce projet 666, quoi, qui est. Développe-nous bien ce projet d'ailleurs, parce que 666, c'est un peu le diable. Ouais, c'est un projet, c'est un chiffre provocateur, parce que
J'ai vu beaucoup de choses dans le monde, notamment quand je fais Paris-Dakar, où j'ai vu des collines de plastique. Tu vois, j'ai un documentaire qui est toujours sur YouTube où juste je montre en fait. Moi, je suis pas ni Nicolas Hulot ni chercheur. Juste quand je constate qu'il y a une colline de plastique qui fait 15 km, hein, je caricature pas, ça dure 15 km et ça fait 500 mètres de haut. Bah, en fait, tu te rends compte que c'est le recyclage des déchets des États-Unis qui sont recyclés au Sénégal par des Chinois. Et là, tu te dis, il y a un petit problème dans notre monde. Et voilà, quoi. Il y a plein de choses qui, comme ça, m'ont fait prendre conscience. Dans l'Himalaya, des gens qui migraient parce qu'ils n'avaient plus assez à manger. Tu vois, des réfugiés, les premiers réfugiés climatiques. Tu vois, il y en a partout dans le monde. Hein. Ça va être les Inuits aussi. Au final, que, du coup, voilà, parce que ça ne nous touche pas. Tant que ça ne te brûle pas, les êtres humains, tant que ça ne te brûle pas, tu n'en as rien à foutre, quoi. Pourquoi 666 ? Parce qu'on est dans un monde, je ne vais pas dire qui se meurt, mais qui est en pleine mutation. Et il y a un réchauffement climatique qui est existant, et il y a un réchauffement climatique naturel. Et nous, on rajoute des couches par-dessus, tous les jours. Voilà, l'industrialisation et plein de choses, tu vois, surconsommation. J'ai parlé du plastique juste avant, mais tu vois, c'est des trucs qui font que, bah, on est dans un monde qui va pas forcément bien, quoi. Alors, t'en as rien à foutre si... Ouais, mais même dans, tu vois, on est habillé avec du plastique, quoi. On a des vélos en fibre de carbone. Alors, je vais pas cracher sur tous ces trucs-là qui, moi, me permettent d'aller au bout de mes rêves et qui permettent à plein de gens de se déplacer et tout ça. Mais on est dans un monde de pollution, en fait. Et le truc, c'est d'être le plus éthique, le plus sincère avec ce que tu fais, plus en accord, tu vois. J'essaie d'en faire un projet carbone zéro, tu vois. Alors que c'est dur, je prends des vols pour aller là-bas et tout. Et donc, je vais aider des associations, des fondations à planter des arbres un peu partout. Je vais aider des fondations à aider des jeunes sur l'éducation à l'environnement parce que pour moi, ça me paraît important. Ouais, c'est ma manière à moi d'essayer de mettre ma petite pierre sur un édifice qui grandit sur la protection de la planète. Et puis avec mon vélo. Voilà. Voilà, simple, efficace. Ouais, donc en gros, il y a un peu plus de 4000 km. Je vais essayer de mettre un peu entre 20 et 22 jours. Et il y a 95% de gravel, qui est une discipline qui est très à la mode aujourd'hui. Et voilà. Bah, tu vois, du coup, ça m'amène à la question suivante, qui est un peu plus personnelle, on va dire. Tu mets une dimension spirituelle dans chaque voyage que tu fais. Tu le retransmets souvent, on l'a vu dans tes premiers voyages. Et pourquoi cette dimension ? Comment t'en es arrivé à rentrer dans cette dimension spirituelle et à vouloir justement la véhiculer, en parler autour de toi et amener les gens aussi à l'intégrer ? C'est ça, en gros, c'est apprendre à se dire que rien n'est grave, apprendre à se dire que tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de te tromper. Et quand tu te trompes, c'est là que tu apprends. Et plus tu te trompes, plus tu apprends. Et plus tu fais de conneries, plus tu apprends. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de cramer la terre entière pour dire « Putain, j'ai compris, là je suis en tôle, j'ai pris perpète. » Mais c'est d'arriver à ce truc et de dire « C'est pas grave. Je me suis raté. Ouais, on verra demain, t'inquiète. » Alors, bossez. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Ah, ça, oui. Bossez à mort. Essayez là où les gens vous disent « Non, n'y va pas. » Là, à foncer dans cette direction. Mets la tête direct. Ouais, foncez à bloc. Ah, ça, c'est sûr. Si c'est dangereux, fonce. Juste fais-le à bloc. Tout ce qu'on t'interdit, fais-le. Si tu crois vraiment que c'est ça ton truc, fais-le. Bosse à mort, rencontre des gens qui sont dans ce truc-là. Et si c'est autre chose, fais autre chose. Si tu veux, j'ai beaucoup de mecs de 14, 15 ans. Hein, comment on fait pour devenir aventurier ? Alors, j'ai pas trouvé sous un caillou. Voilà, il n'y a pas de recette miracle pour devenir un cycliste pro, pour devenir guitariste, pour devenir un chanteur, pour devenir... Mais en fait, est-ce que c'est ça la vérité ? Tu vois, le but, c'est d'avoir un équilibre entre ce que tu as envie d'être, ce que tu es, et ce que demain, tu vas certainement être. Tu vois, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, est-ce que tu as envie de fonder une famille ? Et quoi ? Voilà. Aujourd'hui, je dis, ouais, j'ai envie d'avoir des enfants. Et moi, j'ai envie que les gens continuent de rêver, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, leur origine, tout, qui continuent de rêver, qui réalisent ses rêves. Et voilà, pour ça, il faut bosser un petit peu, c'est sûr, mais voilà, faut faire quoi. La vie, c'est faire. C'est faire. Les talents, ça n'existe pas, la vie, c'est faire. Faire les choses. Ouais, Jacques Brel. Ben, merci, écoute, pour ce moment et pour ce message, ce beau message que tu fais passer à la caméra. Désolé pour la séance philosophico-spirituelle. Ouais, on va se poser et je vais réfléchir sur le sens de la vie maintenant. Mais avant ça, quand même, je vais passer la main à Florian qui va nous parler de l'actu et des résultats. Et nous, on va méditer. Hein, donc,
parti. On va aller se poser un peu plus. Petite séance de méditation au sommet de la montagne, là, coucher de soleil. Oh putain, y a rien, c'est bon. Allez, à toi Florian. Merci les gars pour ces belles images et Steven, bonne chance pour ce beau projet 666. On ne manquera pas évidemment de donner des nouvelles de Steven dans les prochaines émissions. On passe donc à l'actualité et cette semaine, bonne nouvelle, on fait gagner des cadeaux. Alors en l'occurrence, eh bien, c'est la sortie d'un nouveau cuissard de notre partenaire Castelli. Il s'agit du Premio Black et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est d'ailleurs celui qu'utilisait Loïc durant cette préparation avec Steven Le Yarrick. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce tout nouveau cuissard qui est fait et designé pour la longue distance et la performance, en l'occurrence, vous aurez remarqué peut-être des bretelles minimalistes, un tout nouveau design avec moins de pièces à assembler pour tout autant de confort et une nouvelle peau de chamois totalement redessinée. Comment faire pour gagner ce Premio Black? Eh bien, tout simplement, vous vous rendez dans la description et vous verrez tous les détails du jeu concours. Vous avez jusqu'au 4 juin pour vous inscrire. Attention, il faudra bien retenir ce que je vous ai dit parce qu'il faut répondre à une petite question, à savoir, est-ce qu'il est designé pour des sorties courtes ou longues? À vous de nous le dire, inscrivez-vous jusqu'au 4 juin et on donnera le résultat dans un prochain JCN Show. On continue sur l'actualité avec du nouveau du côté de Zwift. L'application de cyclisme virtuel a mis en ligne un nouveau monde, vous l'aurez peut-être déjà remarqué. Bah oui, ça commence à sentir les Jeux Olympiques et du coup on a un nouveau monde qui s'appelle les îles Makuri et qui est très japonisé. Est-ce que cela nous prévaut un petit circuit des JO ? Je sais pas, mais on mènera l'enquête. En attendant, plusieurs parcours vont être dévoilés progressivement au sein de l'application. Donc, restez connectés. S'il y a encore quelques mauvaises journées, ça peut être l'occasion d'aller découvrir et voyager. L'autre actualité, malheureusement, elle est un petit peu plus triste puisque Robert Marchand, le vétéran du cyclisme, nous a quittés à l'âge de 109 ans. Pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, il était recordman du monde, multiple recordman du monde, de catégorie d'âge que celui avait fait créer. C'était un exemple pour beaucoup et une inspiration pour d'autres aussi. Donc on lui souhaite bon vent. Et merci pour toutes ces années d'inspiration et d'exemple, Robert. On passe aux résultats sans plus attendre les amis parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire encore cette semaine avec le Giro. Le Giro qui nous a apporté une deuxième semaine encore une fois pleine de belles images et d'actions avec un Bernal époustouflant. Mais attention, c'est le Giro et un Giro ça se gagne en dernière semaine. Remco lui en revanche avait été impressionnant en première semaine après son manque de compétition mais il a démontré quelques limites à voir en troisième semaine. On peut noter également un retour sur le devant de la scène de Yates et Bourman qui avait été relativement discret en première semaine, Sagan qui revient et qui gagne son étape, ainsi que la surprise de la semaine, en haut du Monte Zoncolan, cette montée mythique italienne qui rivalise avec les sommets les plus difficiles, en tout cas en Europe, eh bien c'est un jeune de la formation Eolo Cometa, celle de Ivan Basso et Alberto Contador, qui s'impose Lorenzo Fortunato, un Italien de 25 ans qui, à n'en pas douter, a vécu un rêve et a su résister au retour des leaders derrière lui, ce qui va nous amener à suivre Alberto Contador, qui avait fait une promesse. Si sa formation gagnait une étape, il allait rallier Madrid à Milan à vélo, ce qui fait un sacré morceau. Eh bien Alberto, il te reste jusqu'à dimanche. Donc on ne manquera pas de suivre tout ça. Pour compléter, on peut dire que les équipes françaises continuent un plutôt beau Giro réussi, puisqu'on a eu une victoire de Andrea Vendrame pour l'équipe AG2R Citroën, après celle de Victor Lafay pour Cofidis, et le maillot rose qui avait été porté par la Groupama FDJ. Voilà. On reviendra plus longuement sur les 3 semaines de Giro, évidemment la semaine prochaine pour en faire un bilan. Juste pour vous dire que cette émission a été enregistrée avec un petit peu d'avance, donc il nous manque quelques étapes, notamment celle de lundi. Donc s'il se passe quelque chose et qu'on n'en a pas parlé, c'est normal, ne vous en veuillez pas. On reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Je passe aux résultats chez les femmes. On avait la Vuelta à Burgos cette semaine. Là aussi, désolé, la dernière étape, je n'ai pas encore les résultats. On peut néanmoins dire qu'on a eu une très belle victoire de Cécilie Uttrup Ludwig pour la formation française
Groupama FDJ Futuroscope, Nouvelle-Aquitaine, qui du coup débloque ce compteur, une personnalité très attachante qui gagne son étape. Donc, au Tour du Finistère, là aussi on a un retour de Benoît Costefroy qui n'avait plus remporté de victoire depuis l'année dernière et ça fait plaisir de le revoir gagner devant Sean Deby. Il a fallu les départager pour quelques millimètres, en tout cas c'était un finish de puncher et Benoît a démontré une nouvelle fois ses qualités. Et enfin, on termine sur les résultats avec la Ruta del Sol en Andalousie, qui a elle été remportée par Miguel Angel Lopez pour la Movistar au classement général. À l'occasion, il a gagné également sa petite étape, qui était l'étape reine de cette course. Et on peut noter également sur cette course le retour de André Greipel, qui remporte une étape au sprint. Et oui, il est toujours là, André Greipel. L'un des plus beaux palmarès du peloton cycliste, qui lève encore les bras. Ça nous rappelle un petit peu Mark Cavendish. C'est l'année des grands retours pour les sprinters. On termine cette émission donc avec le vélo de la semaine, comme toutes les semaines, vous le savez. Et cette semaine, eh bien, c'est Olivier qui nous a fait une magnifique photo dans les Ardennes. D'ailleurs, il a légendé la bête des Ardennes avec ce magnifique Orbea Orca M20. Une peinture discrète, un peu camouflage, c'est vrai que ça s'y prête. La bête des Ardennes, moi j'aime bien. Tout équipé en Ultegra, belle photo, beau paysage et belle machine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire ce que vous pensez de cette machine en commentaire. Allez voter d'ailleurs dans l'application JCN. Et à la fin du mois, comme toujours, on fera l'élection du vélo du mois avec des cadeaux à gagner. En attendant, si vous voulez gagner un cuissard, n'oubliez pas, description, inscrivez-vous jusqu'au 4 juin. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Loïc pour de nouvelles aventures et on fera un gros bilan de ce Giro d'Italia. À très bientôt les amis.